Est-ce que Éric Chenu est avec nous? Bonjour. Bonjour, bienvenue. Bienvenue Marguerite Cazeneuve. Je vais commencer avec vous, Monsieur Chenu. Vous êtes donc président de la Mutuelle française. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui quelle est la part des mutuelles dans le système de santé? On aimerait bien préciser qui finance quoi en fait. Alors, bonjour à toutes et à tous. Désolé de ne pas avoir pu vous rejoindre. Un petit souci, SNCF m'a empêché de venir jusqu'à vous. Je remercie Lavigne Garbi et les équipes de la FHP de cette invitation. La mutualité, les mutuelles, les 500 mutuelles qui sont fédérées au sein de la mutualité française, aujourd'hui contribuent à l'ensemble du financement du système de santé, que ce soit les consultations médicales, l'hospitalisation, le système également via de l'action sociale, la prévention. Enfin, on est présent sur toute la chaîne de valeur. Sur le champ de l'hospitalisation plus particulièrement, aujourd'hui, 18% des dépenses portées par les mutuelles sont des dépenses d'hospitalisation. C'est le deuxième poste des dépenses que nous assumons. Après le dentaire. Donc c'est quelque chose d'excessivement important. Grâce à l'intervention des mutuelles sur le périmètre de la consommation de soins et biens médicaux, on permet de réduire le reste à charge après l'intervention de l'assurance maladie, qui est bien évidemment très majoritaire sur l'hospitalisation. On permet de réduire ce reste à charge de 71%. Donc pour l'accessibilité des patients, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Et puis, il ne faut pas oublier, bien évidemment, l'intervention que nous faisons sur la solvabilisation des suppléments chambres particulières, ce qui compte beaucoup dans l'équation économique des établissements hospitaliers, publics comme privés, et là-dessus, et qui correspond aujourd'hui à un standard de prise en charge attendu par l'ensemble des assurés sociaux. Donc, vous voyez, c'est un niveau de prise en charge excessivement important. Et la mutualité, au-delà des couvertures complémentaires santé, prévoyance, retraite ou dépendance que l'on peut apporter, c'est aussi un réseau d'établissements, de services de soins d'accompagnement mutualiste, médecine, en chirurgie obstétrique, en soins de suite, réadaptation, enfin SMR maintenant, en santé mentale. Et donc, on a aussi une expertise en tant qu'opérateur, en tant qu'offreur de soins, et donc une assez bonne connaissance aussi de la réalité de ce que vivent l'ensemble des opérateurs aujourd'hui, des besoins de financement pour avoir un bon niveau de prise en charge. Savoir où on va sur la question du financement, c'est difficile à contourner aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, nous, on préconise vraiment une vision de moyen et de long terme parce qu'il y a un certain nombre de réformes qui sont engagées. Et si on ne veut pas être contraint à des réformes de court terme, comme on en a pu en subir quelques-unes ces dernières années, si on veut éviter des transferts comptables comme celui qu'on a subi sur le dentaire en juin dernier, ce qui n'apporte aucune valeur pour les assurés sociaux, c'est juste des transferts sans innovation, sans création, il faut vraiment que parce qu'on est des assureurs, on a des obligations prudentielles, réglementaires, qu'on puisse les projeter pour nos équilibres techniques, les projeter pour anticiper le niveau de cotisation qu'il faudra demander, mais aussi les projeter parce que si on veut que le financement reste soutenable pour nos adhérents, pour les clients, notamment les entreprises dans le cadre des couvertures collectives, il faut qu'on puisse, avoir une évolution progressive de ces dépenses de santé. Et donc, il est vraiment essentiel d'être associé à cette planification, à ces évolutions. Par exemple, sur l'évolution de la tarification à l'activité qui a été annoncée par le président de la République le 6 janvier dernier, dont on devrait voir les premières transpositions dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, à date, on n'a pas été suffisamment associé. Or,
sur les groupes les groupes homogènes de soins, notamment sur les établissements ex-OQN, il peut y avoir un impact non négligeable pour les complémentaires santé. Donc c'est quelque chose de vraiment fondamental. Le cabinet du ministre de la Santé et de la Prévention, Aurélien Rousseau, que nous avons rencontré hier, s'est engagé sur ces chantiers-là à nous associer désormais. Donc, nous prenons le point et nous en sommes extrêmement, ravis, parce que ça va être un enjeu assez essentiel pour les projections financières que nous aurons à engager dans les mois et les années qui viennent. On a également, on voit bien d'ailleurs, et je pense que c'est pour ça que le ministre a souhaité réinstaurer une vraie concertation et un travail partenarial avec les organismes complémentaires, parce qu'on peut voir que quand on se met autour de la table et qu'on travaille ensemble, on a de belles réussites. Marguerite Cazeneuve pourrait le dire tout autant que moi. Quand la Caisse nationale d'assurance maladie, les complémentaires santé et les professionnels de santé, notamment du secteur du dentaire, travaillent ensemble, ce que l'on a très bien fait au printemps dernier, eh bien, on aboutit à une belle convention dentaire avec la projection, le virage préventif pour une génération sans carie. C'est utile pour la projection des professionnels de santé, c'est utile à l'intérêt général, et c'est comme ça qu'il faut qu'on travaille. On l'a réussi également avec ROC, qui se déploie progressivement, qui facilite le travail des établissements hospitaliers de santé, qui facilite la vie des assurés sociaux, et qui aura des impacts en termes de coûts de gestion pour nos organismes complémentaires. On le fait en bonne intelligence avec les fédérations hospitalières, la fédération publique, la FHF, la FHP, la FEAP, depuis quelques mois maintenant, sur des éléments très prospectifs, et notamment pour appréhender les enjeux d'innovation sur les retours raccourcis après chirurgie, sur la question de la dépendance, sur un certain nombre de questions qui sont extrêmement importantes pour l'ensemble des parties prenantes. C'est aussi tout ça dont on a besoin. Et donc, plus on sera dans de la pluriannualité, plus on pourra accompagner les transformations du système de santé et garantir la soutenabilité du système. Marguerite Cazeneuve, vous êtes d'accord sur cette position de pluriannualité ? Oui, je pense que tout le monde est d'accord. Sur la pluriannualité, on a connu une période évidemment très particulière avec le Covid, où par définition, ce qu'on a tous été conduits à faire, c'est piloter un peu dans le brouillard. Et donc, c'est vrai que ça a beaucoup rebattu les cartes, qu'on a piloté à vue pendant quelques années. Et donc, on doit maintenant se réinscrire dans une démarche qui est une démarche pluriannuelle, structurelle, stratégique, qui nous permettent d'appréhender les enjeux du système de santé sur les 10-15 prochaines années. Et quand je dis piloter à vue, ça ne veut pas dire mal piloter. C'est piloter à vue, savoir piloter à vue, c'est ce que tous les gens ici ont fait, c'est-à-dire savoir piloter dans l'incertitude. Et donc on a tous, chacun, tous les acteurs de santé à leur niveau, ont piloté à vue et on finit par faire en sorte qu'on s'en sorte. Mais c'est vrai que maintenant, il faut qu'on sorte de ce pilotage à vue et qu'on se redonne un peu de perspective, compte tenu des grands enjeux démographiques, des grands enjeux financiers, etc., etc. Pour l'avenir de la santé, il y a un enjeu important dont parlait Éric Chenu, c'est la prévention. Comment se positionne l'assurance maladie sur ce sujet ? Bon, alors la prévention, de toute façon, on le sait, hein, on ne s'en sortira pas si on n'arrive pas à aller très très vite sur le virage préventif. Donc, il y a eu un positionnement politique assez clair sur le fait que voilà, c'était maintenant le ministre de la Santé et de la Prévention. Donc, la prévention rentre dans les mœurs. Et effectivement, on a travaillé. Donc, nous, on essaie dans le rôle qui est le nôtre, hein, assurance maladie, de nous positionner en tant que financeurs et en tant qu'institution là où on est les plus utiles. Et donc pour ce qui concerne l'assurance maladie, on est en train de prendre un cap assez clair, qui est que l'assurance maladie, c'est une très grosse machine qui a le mérite de faire, j'allais dire, partout pareil, ce qui n'est pas adapté à tous les types de prévention, mais qui est très efficace sur la vaccination, sur le dépistage du cancer, sur les examens universels.
Et en fait, quand on regarde aujourd'hui, on est très loin derrière la plupart de nos voisins européens sur le dépistage du cancer. On est sur la vaccination, notamment HPV. On sait qu'il y a des pays qui sont sortis, qui ont réussi à vacciner la totalité d'une génération et des générations, et donc qui sont sortis du cancer du col de l'utérus. Et donc ça, c'est des choses, on se dit, finalement, pendant la crise Covid, on a réussi, avec une espèce de grosse usine de la vaccination Covid, on est parvenu à avoir des taux de vaccination extrêmement élevés, malgré tous les contre-feux qui ont été allumés. Et donc ça a été une bataille difficile qui a été menée par les institutions et aussi par les professionnels et par un certain nombre de personnes, mais on y est arrivé. Et donc d'appliquer cette méthode à toutes les autres vaccinations, à tous les autres types de dépistage, etc., ça c'est clair que il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas. Donc à compter de janvier, là on va rebasculer dans une nouvelle stratégie en termes de dépistage des cancers, avec une approche exactement ce qu'on a fait pendant la vaccination Covid, c'est-à-dire on contacte tout le monde, on relance, et puis on fait des relances ciblées. Et puis, il y a de l'aller vers au dernier kilomètre avec tous les acteurs. Mais la prévention, c'est aussi ce qui a été dit par Éric Chenu sur la santé dentaire, par exemple. La santé dentaire, c'est hyper intéressant parce que c'est vraiment une verticale en santé sur laquelle on voit très bien l'impact de la prévention. Parce qu'en fait, les dents, à partir du moment où elles sont cariées, vous avez une dégradation des dents et jusqu'à la fin, qui est le fait de devoir remplacer votre dent et donc la prothèse. Quand vous regardez en France, la majorité des actes qui sont réalisés par les dentistes sont des actes prothétiques. Donc c'est des actes qui visent à remplacer, à changer la dent. Donc là, il y a un vrai problème de prévention. Donc il y a un vrai problème de prévention. L'éducation du public, quoi. Exactement. Et quand on regarde l'Allemagne, eux, ils sont à même pas 25% d'actes prothétiques. Donc on a deux pays qui sont quand même semblables sur plein d'aspects. On est hyper loin derrière eux sur la prévention. Et donc l'accord dont Éric Chenu a parlé, c'est effectivement un accord qui, pour moi, est un accord historique qui vise à faire basculer, j'allais dire, cet argent qu'on met dans les soins dentaires dans la prévention. Dans la prévention. Et donc ça va se traduire par un bilan annuel très revalorisé pour les dentistes, pour les enfants et les ados et les jeunes de 3 à 24 ans. Et on va augmenter de 30% les tarifs sur tous les actes préventifs et on va couvrir l'ensemble des actes préventifs. Parce qu'aujourd'hui, il y avait plein d'actes préventifs qui n'étaient pas pris en charge par la sécurité sociale. Et donc ça, pour faire ça, c'est une coalition qu'on appelle AMO-AMC, donc assurance maladie obligatoire et assurance maladie complémentaire. Et pour financer ça, pour financer cette transition, parce qu'en fait, ça fait des années qu'on dit qu'il faut faire plus de prévention, mais en fait, on n'y arrive pas, parce qu'en fait, le modèle économique d'un dentiste, il est fondé sur le curatif, sur la prothèse par définition, puisque c'est beaucoup mieux rémunéré. Et donc, pour arriver à un moment donné à basculer d'un coup, il faut une coalition d'acteurs et donc avec les complémentaires, et par ailleurs faire quelque chose qu'on va instaurer là, qui est un système de cohorte, c'est-à-dire qu'on va démarrer sur les 3-24 ans, et pour les 3-24 ans, les actes sont revalorisés de 30%, et en fait cette cohorte, elle va se décaler année après année, parce qu'en fait du jour au lendemain, on peut pas dire on augmente les... Non, bien sûr. Voilà. Il faut une transition. Et donc on prend cette cohorte des jeunes, et puis cette cohorte, elle va augmenter d'année après année, et dans 20 ans, dans 30 ans, normalement, on aura substantiellement réduit le recours aux prothèses. Alors ça, c'est une solution pour la prévention, mais il y a d'autres choses qui sont en jeu dans la transformation du système de santé, notamment, par exemple, les prises en charge à domicile, les innovations qu'il faut financer. Comment vous abordez ces problèmes d'un point de vue financier ? Alors, ça dépend quelle est la question ça dépend si votre question est de savoir comment est-ce qu'on finance l'innovation. Et la question qui est aussi intéressante, qui est de savoir comment est-ce qu'on finance tout le système de santé. Alors commençons avec les hospitalisations à domicile, qui est sans doute un des points d'avenir du système de santé. Alors en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur les transitions, là où vous avez raison, c'est qu'on a besoin à un moment donné, quand on est le financeur d'un système de santé, de pouvoir mettre l'accent sur quelque chose pour opérer une transition. C'est un peu ce que j'ai expliqué sur la prévention, sur le dentaire. Et en fait, c'est quelque chose qui joue, j'allais dire, au-delà de la santé. C'est-à-dire que quand vous êtes un politique, vous devez en permanence faire des arbitrages. Sauf que, en fait, c'est très compliqué. On se dit, mais finalement, pourquoi est-ce que le politique met pas toutes ses billes sur la santé ? C'est une évidence que la santé, c'est un secteur sur lequel il faut investir. Mais en fait,
est-ce que ça veut dire qu'il faut enlever de l'argent à l'éducation, enlever de l'argent aux armées, enlever de l'argent à la justice? En fait, c'est très compliqué. Et donc, l'allocation, le fait de revoir son allocation, c'est un arbitrage qui semble toujours facile, un peu de l'extérieur. Et en fait, quand on commence à ouvrir le capot, c'est compliqué. Et donc, néanmoins, il faut qu'on arrive à dégager des marges de manœuvre, notamment pour le financement de l'hospitalisation à domicile. Donc, on va y travailler, nous, sur l'hospitalisation à domicile. Donc, on sortira des chiffres pour le prochain chargé produit. Donc, c'est une étude qu'on va conduire cette année, donc qui fera partie des éléments un peu nouveaux. Mais ce qui est sûr, et donc ça fera sans doute la transition avec où est-ce qu'on trouve l'argent, il y a une question de savoir effectivement comment est-ce qu'on alloue nos moyens. Et donc sans doute que pour prioriser certaines choses, il faut déprioriser d'autres choses. Et c'est ça qui devient évidemment très très compliqué. Après, sur le financement de l'innovation, et je termine juste là-dessus, c'est vrai qu'on a des... Par exemple, quand on prend les dispositifs médicaux, j'ai découvert ça assez récemment, parce qu'on travaille pas mal sur l'intelligence artificielle. Il y a plein de gens, des startups qui viennent nous voir en disant, voilà, on a développé des algos de dingue en intelligence artificielle qui fait que voilà, on peut diagnostiquer 10 fois plus vite, 100 fois plus vite, 1000 fois plus vite, etc. Et la question est, mais en fait, il faut que vous nous financiez. Mais en réalité, quand vous regardez le système de santé en France, la manière dont ça se passe, c'est que vous avez des dispositifs médicaux. Quand ils sont individuels et à destination du patient, ils ont un process en fait d'évaluation qui est hyper rodé parce qu'ils passent par la haute autorité de santé qui dit si c'est bien, pas bien, si un service médical rendu ou non. En fonction de ça, il y a une fixation des prix. Et de fait, cette innovation-là, elle devient remboursée pour tous. Mais les dispositifs médicaux qui sont en fait de l'équipement des professionnels, comme l'intelligence artificielle, comme la robotique, je pense que c'est une question qu'on aurait dû se poser à l'époque, au moment où la robotique est arrivée sur le marché. En fait, ces dispositifs médicaux-là, qui sont plus de l'équipement des professionnels, on n'a pas de... En fait, il n'y a pas vraiment de circuit, ni d'évaluation, et donc pas vraiment de circuit de financement. Ouais. Et donc on finit par avoir quelque chose qui ressemble à de la négo entre des établissements et des fournisseurs, des industries, mais sans évaluation, qui sont des évaluations macro. Et nous, on est les financeurs en dernier recours, et donc on nous présente des charges en disant, voilà, nous, moi chirurgien, moi anesthésiste, etc., voilà mes charges. Il faut que l'assurance maladie me couvre à hauteur de ces charges-là. Mais moi, je ne sais pas si dans ces charges-là, je finance ce qui doit être bien financé, c'est-à-dire quelque chose qui a été évalué, et je ne sais pas si dans l'autre sens, aujourd'hui, le système de santé, en fait, pour les robots, il faudrait que on équipe tout le monde parce que maintenant, on a des évaluations qui montrent que... Et donc, je pense qu'on a un sujet, on a un trou clairement dans la raquette pour les établissements privés, publics, sur tout ce qui relève de l'équipement des professionnels, notamment quand il y a des innovations de rupture, donc c'était le cas avec la robotique, c'est le cas maintenant avec l'IA, la question de savoir comment est-ce qu'on le finance, mais pour savoir comment le financer, il faut qu'on se réinterroge sur l'évaluation, et donc c'est là où il faut qu'on trouve un système nouveau, qui n'existe pas, d'évaluation de ces dispositifs. Alors je vais quand même poser la question à Éric Chenu, est-ce que les mutuelles envisagent de participer au financement de l'innovation ? Les mutuelles participent à l'innovation depuis bien longtemps, je dirais presque depuis toujours, parce que on a toujours veillé, via d'ailleurs nos établissements de services de soins, à expérimenter des choses, à démontrer que c'était possible, que c'était finançable, en faisant des évaluations médico-économiques. Donc on a toujours eu cette vocation-là, parce que nous, notre objectif, c'est de faire en sorte que cette innovation, elle soit vraiment accessible au plus grand nombre. Je vais prendre deux innovations assez récentes sur les 10 dernières années. Il y a eu le travail sur le développement, la structuration des solutions en téléconsultation. On a pu voir au moment du Covid ô combien nous avions eu raison de nous battre dans les années 2010 pour pousser ces solutions, quand quelquefois il y avait des résistances côté pouvoir public qui voyaient ça comme un levier de risque d'augmentation de la dépense de santé et non comme une évolution des usages, le fait de rendre plus accessible en proximité le diagnostic, la consultation, ça a été très utile en 2020 quand il a fallu déployer tout ça très vite. Autre exemple d'innovation et de capacité des mutuelles à pouvoir déployer des solutions rapidement sur tout le territoire, c'est au printemps 2021
quand, en pleine crise sanitaire, on était encore loin d'être sorti, on s'est aperçu que l'état de santé mentale du pays se dégradait, et on décide au mois de mars, avec un accord de place avec les 3 familles de complémentaires, de prendre en charge les consultations neuropsy avec un accord avec les psys. Et dès le mois de mai 2021, on déploie. Et si je prends le champ de la mutualité, c'est plus de 460 000 personnes qui ont bénéficié de cette prise en charge en quelques mois. Donc, c'est à la fois une capacité de réactivité, une connaissance fine des populations protégées, une capacité aussi d'information, de relais d'entraînement qui est excessivement bonne. Et donc, c'est là aussi où on voit tout l'intérêt de la complémentarité. Ce que disait Marguerite Cazeneuve, on ne fera pas mieux que l'assurance maladie sur un certain nombre de dispositifs très organisés, structurés, industriels. Quand je dis ça, c'est pas du tout péjoratif, mais c'est sur le côté vraiment massif. L'assurance maladie a une force de frappe, une méthode éprouvée qui n'est pas la nôtre. Et sur d'autres, et notamment sur la capacité de personnalisation, là, je pense qu'on a du savoir-faire qui vient en complémentarité. Et donc, plus on travaillera en partenariat, en co-construction, mieux ce sera. Et aujourd'hui, quand on voit les transformations nécessaires du système de santé, ou avec l'explosion des affections de longue durée, le vieillissement de la population, on doit rentrer dans des logiques de parcours autour de certaines pathologies, l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires, etc. Les expérimentations article 51 qui se sont faites jour depuis le PLFSS de 2018 ont permis de démontrer tout l'intérêt des dispositifs. Et c'est excessivement positif, en tout cas nous on est extrêmement favorable à l'ouverture du cofinancement de ces dispositifs entre l'assurance maladie obligatoire et complémentaire. On regrette d'ailleurs même de ne pas avoir été davantage associé dans la phase expérimentale, parce qu'on aurait pu déjà monter l'ingénierie qui va être nécessaire pour le financement de la coordination, le financement des différents professionnels de santé qui interviennent dans ces champs-là. Professionnels de santé d'ores et déjà, on va dire, habituels, reconnus, et les nouveaux types animateurs en activité physique adaptée, les APA, qu'il va falloir faire rentrer dans les dispositifs, peut-être d'autres professionnels également, extrêmement utiles. Plus on est intégré tôt dans la coélaboration, la co-construction, plus les solutions techniques, opérationnelles fonctionneront. Alors, on n'a pas perdu de temps, puisque certains services de soins d'accompagnement mutualiste ont fait partie des expérimentations, donc on a pu se roder un peu, mais on aurait probablement pu être beaucoup plus réactif et gagner du temps dans le déploiement si on est associé dès l'origine. C'est le sujet de la journée. Ensemble, c'est comme ça qu'on y arrivera. Merci beaucoup Éric Chenu, merci Marguerite Cazeneuve, merci à tous les deux.